classiquement, on dit introduction généralité. Justement, le but de mon introduction, ce sera de vous montrer qu'il n'y a pas forcément de généralité avec les pesticides. Juste quelques petites diapos sur les relations entre le travail et la mortalité. Donc ici, vous avez le risque de mourir. Donc vous avez un sur-risque pour la catégorie des ouvriers. Et par exemple, si on regarde un petit peu plus en détail les agriculteurs sont protégés, on va dire, du fait de leur métier. Mais il y a toujours des cas particuliers. Donc, par exemple, en Californie, ils ont une espérance de vie qui est 1,5 fois supérieure au reste des agriculteurs du monde. Et c'est l'espérance de vie, l'une des espérances de vie les plus élevées au monde, c'est les agriculteurs en Californie. Et inversement, les agriculteurs australiens, eux, ils ont une mortalité qui est multipliée par 2. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas de généralité et que dans tous les cas, il faut se replacer dans le contexte. Si le contexte d'Aurillac n'est pas le même que le contexte français, voilà, il faut que vous sachiez, que vous ayez une vue d'ensemble. Si on regarde maintenant, pour rester dans l'exemple des fermiers, donc une méta-analyse, on verra un petit peu ce que c'est tout à l'heure. Donc globalement, ici, vous avez le risque relatif. Le risque relatif, un risque relatif à 1, ça veut dire qu'il n'y a ni sur-risque, ni un bénéfice. Quand c'est supérieur à 1, ça veut dire que vous avez un sur-risque, vous avez plus de chances de mourir. Et quand c'est inférieur à 1, vous êtes protégé. Donc là, vous voyez que c'est le risque de mourir de toutes causes confondues. Le risque relatif, quand on est un agriculteur, c'est 0,76, donc c'est protecteur. Voilà. Mais ce n'est pas valable pour des causes spécifiques. Par exemple, le cancer de la peau, les agriculteurs, même s'ils meurent moins que le reste de la population, ils ont un sur-risque de faire des cancers de la peau. Et ils ont également un sur-risque de leucémie. Voilà, ça c'était mon introduction, puisque leucémie, la cause principale chez les agriculteurs, c'est les produits toxiques et les pesticides. Et pour rester dans cette idée de ne pas faire de généralité, on va prendre un exemple, l'exemple du chlordécone. Le chlordécone, c'est un très bon exemple pour aborder la toxicité d'une manière générale, puisque c'est un pesticide organochloré qui était utilisé tout simplement pour tuer le charançon du bananier. Donc en France, il était principalement utilisé en Martinique et il était épandu voilà, sous cette forme par avion, tout simplement. Donc il y avait une toxicité aiguë pour ceux qui étaient exposés. Cette toxicité aiguë, elle est principalement neurotoxique et sur l'appareil reproducteur. Donc ça, c'est la toxicité aiguë du chlordécone. Pourquoi est-ce que le chlordécone est aussi un bon exemple? Parce que avec les pesticides, on a souvent un effet synergique. Qu'est-ce que c'est un effet synergique? C'est quand 1 plus 1, c'est pas forcément égal à 2. L'exemple qu'on prend souvent, c'est le tabac. Le tabac, ça augmente le risque de cancer du poumon, on va dire, d'un facteur 5. L'amiante, ça augmente aussi le risque de faire un cancer du poumon, on va dire d'un facteur 7, 8, par exemple. Mais si à la fois on est exposé à l'amiante et à la fois on fume, le risque, ce ne sera pas 5 plus 8. On dit souvent que c'est un risque multiplicatif, il y a un effet synergique. Donc là, ce sera exactement la même chose. Si on est à la fois exposé au tétrachlorure de carbone et au chlordécone, on a un risque de mourir multiplié par 67. Donc 1 plus 1, vous voyez, ça fait en aucunement 2. Donc ce que je dis souvent, c'est voilà, 1 plus 1 égale décès.
Donc, quelles sont les différentes voies d'exposition à une substance? Donc, si on reprend cette image, les personnes qui travaillent dans les champs, qui étaient en dessous, la principale voie d'exposition, c'est la voie d'exposition respiratoire. Tout simplement, ils inhalent les pesticides directement. Et ensuite, les pesticides vont dans la circulation sanguine, tout simplement. La deuxième voie d'absorption en aigu, la plus courante, c'est la voie d'absorption cutanée. Les pesticides se déposent sur la peau, tout simplement. La peau est très richement vascularisée. Donc les pesticides passent dans la circulation sanguine et vont dans le corps entier s'ils sont déposés sur la peau, tout simplement. Les autres mécanismes d'absorption, donc c'est l'ingestion. Pour les pesticides en aigu, c'est rare, sauf s'il y a tentative de suicide, par exemple. À ce propos, en Inde, l'un des principaux cause de suicide, l'un des principaux moyens pour se suicider, c'est d'ingérer des pesticides. Une voie d'absorption oculaire, c'est pas du tout négligeable. Par exemple, si vous connaissez des amis qui sont traités pour un glaucome avec des bêta-bloquants, des gouttes oculaires de bêta-bloquants, vous verrez que leur fréquence cardiaque elle est considérablement diminuée par les bêta-bloquants. Donc il y a réellement un passage systémique dans toute la circulation à partir d'une absorption oculaire. Donc c'est absolument pas négligeable. Irradiation, on enlève. Donc le chlordécone, il a fallu attendre 1976 pour qu'il soit interdit aux États-Unis. Et 1993 en France. Donc les publications que je vous ai montrées tout à l'heure sur la toxicité aiguë, voilà, elles datent des années 50. Donc il a fallu attendre 1993 en France pour que le chlordécone soit interdit. Et le souci du chlordécone, c'est qu'il a une dispersion environnementale. Donc là, on arrive maintenant à un problème de santé publique. Et à la définition d'un polluant organique persistant. Donc il y a beaucoup de pesticides qui rentrent dans cette classe d'un polluant organique persistant. Il doit répondre à 4 critères. Un critère de toxicité, on va voir juste les principaux moyens d'exprimer la toxicité. Un critère de persistance, c'est-à-dire que voilà, il va résister aux dégradations naturelles, il va persister dans l'environnement, et une bioaccumulation dans les tissus, en particulier le tissu adipeux, tout au long de la chaîne alimentaire, avec un transport à longue distance. L'exemple, s'il y a une entreprise qui relargue une substance dans une rivière, cette substance va aller dans les algues vont être mangées par les poissons. Les poissons vont être mangés par les oiseaux vont migrer, et c'est comme ça qu'on retrouve des concentrations de pesticides qui s'accumulent au fur et à mesure de la chaîne alimentaire jusque dans le tissu adipeux de l'ours polaire. Voilà. Donc, et c'est d'ailleurs chez l'ours polaire qu'on retrouve quasiment les plus grosses concentrations en pesticides, alors qu'il n'est pas exposé directement, c'est par la voie alimentaire. La principale notion à avoir concernant la toxicité, c'est la dose létale 50. Qu'est-ce que c'est que la dose létale 50? C'est la quantité de substance nécessaire pour tuer la moitié de la population. Donc voilà, c'est la DL50. Sur toutes les fiches de données de sécurité, vous avez normalement la DL50 des produits. Vous l'avez aussi pour les pesticides. J'aborderai pas les autres notions. Donc la substance la plus toxique qu'on connaît, c'est la toxine botulique. Il suffit d'un nanogramme. Donc un nanogramme, c'est 10 puissance moins 9, donc 0,00, etc. 9 zéros après la virgule. La notion de persistance, on l'évalue avec la demi-vie. C'est le temps nécessaire pour que l'activité diminue de moitié. Voilà, donc au bout de combien de temps est-ce que les pesticides sont à moitié détruits? Donc là, vous voyez, c'est pour en revenir au chlordécone. Donc c'est effectivement un polluant organique persistant. Donc arrêt d'utilisation définitif il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans, et vous voyez donc les zones, toutes les zones où on trouve du chlordécone. Donc ça, c'est une pollution des sols. Donc s'il y a une pollution des sols,
Ça se retrouve dans tout ce qui pousse dans le sol, en particulier dans les légumes racines. Donc, en aigu, on avait une pollution qui était une contamination soit par voie respiratoire, soit par voie cutanée. Maintenant, on a une contamination par voie orale, une absorption orale via la pollution des eaux de ruisseaux, des eaux de source, via les légumes qui sont mangés, tout simplement. Et ça n'a absolument strictement rien à voir du coup avec les problèmes neurologiques, mais en chronique par ingestion, le chlordécone, ça donne des cancers de la prostate, tout simplement. Donc, la conclusion que je veux dire, c'est un produit, il peut avoir une voie d'absorption spécifique lors d'une exposition aiguë, et on peut très bien avoir une exposition chronique également. Et ce produit peut persister dans les sols, produire un risque environnemental et avoir une exposition chronique qui soit du coup indirecte, on va dire. Et avec une voie d'absorption qui peut elle aussi être différente et des effets qui peuvent être différents. Donc encore une fois, il ne faut pas faire de généralité, en particulier avec les pesticides, et chaque toxique est spécifique. On va quand même aborder d'une manière générale pesticides et santé, et je vais simplement vous parler des articles qui ont le plus fort niveau de preuve. Donc le plus fort niveau de preuve en science, c'est des méta-analyses. Qu'est-ce que c'est qu'une méta-analyse ? C'est en fait combiner les résultats de plusieurs études scientifiques qui traitent d'un même problème pour pouvoir faire une analyse plus précise des données en augmentant en fait le nombre de cas étudiés. Ça permet de donner une conclusion globale sur des études qui sont parfois contradictoires. On peut avoir une étude qui n'est pas significative, une qui l'est, une autre qui dit autre chose. Voilà, on prend tout ensemble et on voit ce que ça donne en fait. Donc ça, c'est le plus fort niveau de preuve en science, la méta-analyse, et ça permet également de détecter des biais de méthode dans certaines études. S'il y a une étude qui sort du lot, voilà, et ben on va chercher pourquoi est-ce qu'elle sort du lot, pourquoi est-ce que les résultats sont différents. Donc ici, vous avez le risque, donc une méta-analyse concernant les leucémies. Donc vous voyez, là, vous avez un risque d'1,4. Vous avez, si vous êtes exposé à des pesticides, d'une manière générale, hein, parce que ce que je veux vous faire retenir en introduction, c'est qu'on ne peut justement pas faire de généralité. Mais justement, je vous présente des données générales, parce qu'après, on ne peut pas tout aborder. Voilà. Donc, vous avez un risque multiplié par 1,4 d'avoir une leucémie, si vous êtes exposé à des pesticides. Ici, cancer de la prostate. Donc, cancer de la prostate et pesticides. Donc, vous avez un risque multiplié par 1,2, donc c'est pas négligeable. Et par exemple, en Floride, où ils utilisent des produits qui sont un petit peu plus dangereux, parce que c'est un milieu tropical, donc les plantes sont plus résistantes, etc., vous avez un risque de cancer de la prostate si vous êtes exposé à des pesticides utilisés en Floride, en particulier, à 2. Voilà, donc 2 fois plus de chances. Donc cancer du sein. Breast cancer du sein. Donc il n'y a aucune preuve concernant le cancer du sein, voilà, actuellement. Parce que vous voyez, même si les risques sont légèrement élevés, vous voyez, l'intervalle de confiance comprend la valeur 1, donc il n'y a pas d'augmentation du risque. Il y a une deuxième méta-analyse sur les pesticides qui conclut exactement la même chose. Il n'y a pas de différence significative entre une population non exposée et une population exposée à des pesticides. Donc pas de risque concernant le cancer du sein. Ici, comportement. Comportement, et là c'est une façon un petit peu différente de représenter en fait. Là, ce chiffre-là, c'est déjà le résultat de différentes méta-analyses, et en fait, chaque ligne, c'est un test différent. Donc, ici, la référence est là. Donc vous voyez, chez les adolescents, globalement, tous les scores comprennent, en fait, il n'y en a aucun qui s'individualise, donc il n'y a pas de surrisque chez les adolescents.
Par contre, chez les adultes, là, il y a effectivement des problèmes de mémoire à différents tests, que ce soit compter en arrière, se rappeler de certains mots, se rappeler, pouvoir associer des symboles à des... Voilà. Il y a des problèmes de mémoire immédiate suite à l'exposition à des pesticides. Et donc, il y a un effet dose-réponse, puisque plus vous êtes exposé, plus vous aurez des soucis de comportement et de mémoire. Maladie de Parkinson, donc là très clairement il y a un surrisque. Le risque il est à peu près multiplié par 2 d'avoir une maladie de Parkinson. Voilà. Ensuite, grossesse. Exposition aux pesticides pendant la grossesse. Donc là, il y a une augmentation du nombre d'avortements spontanés, une augmentation d'une naissance prématurée, et la mortalité fœtale est également augmentée, sachant que c'est un petit peu contradictoire, parce que même si c'est une méta-analyse, voilà, les résultats sont très hétérogènes. Donc je pense qu'on ne peut pas forcément conclure. Donc si on va un petit peu plus loin, exposition aux pesticides durant la grossesse et risque chez l'enfant une fois qu'il est né. Donc hypospadias, c'est l'urètre qui sort pas au bon endroit, tout simplement, hein, chez l'homme, chez le nouveau-né de sexe masculin. Donc là, très clairement, il y a une augmentation du risque d'hypospadias chez les enfants à naître, que ce soit pour une exposition maternelle, mais aussi que ce soit pour une exposition paternelle. Donc ça passe dans les spermatozoïdes, et même si la mère n'est pas exposée aux pesticides, le père peut aussi transmettre cette particularité. Toujours chez l'enfant à naître, donc les fentes labiopalatines, donc oui, très clairement, là aussi, il y a une augmentation des fentes labiopalatines chez l'enfant à naître. Exactement pareil, que ce soit pour une exposition maternelle ou paternelle. Même si la mère n'a pas été exposée, si le père a été exposé, durant la conception, il y a une augmentation du risque. Ensuite, cette fois-ci, leucémie, mais lorsque les parents ont été exposés durant la conception. L'enfant n'est pas exposé aux pesticides, donc c'est transmis à la descendance. Donc là, oui, effectivement, il y a une augmentation du risque de leucémie chez les enfants à naître, avec un risque multiplié par 1,5. Donc la démarche de prévention pour les pesticides, très clairement, c'est éliminer le risque, donc ne pas utiliser de pesticides. Simplement, je vais aborder, puisque je suis médecin et directeur du centre de pathologie professionnelle, je vais aborder le problème de la reconnaissance. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir une reconnaissance en maladie professionnelle? Il faut que la maladie réponde à 3 critères. La maladie doit être présente et désignée dans un tableau de maladie professionnelle. Elle doit se déclarer après une certaine période, c'est ce qu'on appelle le délai de prise en charge, et il y a une liste de travaux qui sont mentionnés dans ces tableaux de maladie professionnelle. Donc il y a 3 critères. Et si ces 3 critères sont remplis, automatiquement, le salarié voit sa pathologie reconnue. C'est ce qu'on appelle la présomption d'origine ou la présomption d'imputabilité. C'est fait pour bénéficier au salarié. Et là, si l'employeur conteste, c'est l'employeur qui doit apporter la preuve que ce n'est pas une maladie professionnelle. Donc c'est fait pour protéger le salarié. Donc pour les pesticides, il n'y a pas de tableau de maladie professionnelle. Donc est-ce que pour autant c'est possible d'avoir une reconnaissance en maladie professionnelle sachant qu'il n'y a pas de tableau? Donc existe-t-il une voie de recours pour déclarer une maladie professionnelle? Donc la réponse, bien sûr, c'est oui. Le dossier doit en fait passer par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. C'est ce qu'on appelle le C2RMP. Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc il y a 2 cas, soit le diagnostic est présent dans le tableau mais il manque les critères administratifs, donc le délai de prise en charge ou la liste limitative des métiers, soit la maladie n'est même pas mentionnée dans les tableaux. Dans ce cas, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que la maladie soit stable et il faut qu'il y ait un taux d'incapacité permanente supérieur à 25%, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit une maladie grave. Donc, dans le cas d'une exposition à un pesticide, on va dire plutôt un cancer. Voilà. Sinon, il n'y a pas de chance d'avoir une maladie reconnue en maladie professionnelle.